Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la présentation de notre nouveau produit Fumzim Silage, protection innovante contre les fumonisines. Bienvenue donc à tous et à toutes et merci de participer à ce rendez-vous en ligne. Je me présente, Laure Rouxel, responsable technique chez Biomine France. Je serai votre modérateur aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous présenter nos deux intervenants du jour, Romain Coulon et Ignacio Artavia. Bonjour Romain. Bonjour. Romain, vous travaillez avec Biomine depuis 3 ans en tant que responsable technique ruminant. Vous partagerez aujourd'hui avec nous votre point de vue sur les effets négatifs des fumonisines chez les ruminants et chez les porcs. Bonjour Ignacio. Bonjour, merci Laure. Ignacio, vous avez rejoint Biomine l'année dernière en tant que chef produit mycotoxine et vous êtes spécialiste ruminant au sein de cette équipe. Vous nous présenterez aujourd'hui la solution que Biomine met sur le marché pour lutter contre les fumonisines, solution spécifiquement adaptée au traitement des matières ensilées, ensilage de maïs et maïs grain humide. Avant de démarrer, je souhaite vous transmettre quelques informations pratiques. Cette présentation est enregistrée. Vous pourrez la revisionner à la demande si vous souhaitez revoir certains des points que nous allons aborder ensemble. Vous pourrez retrouver cet enregistrement sur notre site internet fumzimsilage.biomine.net. Et bien évidemment, nous souhaitons pouvoir échanger avec vous. Et donc, vous pouvez utiliser sur la partie droite de votre écran, la partie questions, pour poser donc toutes vos questions tout au long de la présentation. Nous répondrons à vos questions et à vos commentaires lors de la session des questions-réponses qui sera organisée à l'issue de la présentation. Il est temps maintenant de vous présenter le sommaire du jour. Nous commencerons d'abord par une synthèse des résultats des analyses Biomine en matière de prévalence des fumonisines en Europe et en France dans le maïs et ses dérivés. Romain nous fera ensuite part de son expérience terrain concernant l'impact négatif des fumonisines sur la santé et la productivité des ruminants et des porcs. Et enfin, Ignacio nous présentera les avantages de Fumzim Silage, le seul produit actuellement autorisé par l'Union européenne et reconnu pour son efficacité contre les fumonisines dans les matières ensilées. Et bien sûr, finalement, nous répondrons à vos questions au cours de la session des questions-réponses. Pour commencer, donc Romain, à quelle fréquence retrouve-t-on les fumonisines sur le terrain dans les matières premières à base de maïs? Merci Laure. Donc on va pouvoir regarder un petit peu les statistiques que Biomine réalise là, depuis 2004, donc depuis de nombreuses années. Biomine fait déjà des statistiques à grande échelle sur l'Europe et dans le monde entier sur les contaminations en mycotoxines. Donc là, on peut voir là, sur le graphique ici là, les niveaux de contamination et la fréquence des échantillons positifs. Donc dans les barres orange, vous voyez le pourcentage d'échantillons qui sont avec un seuil suffisant de fumonisine. Et sur la ligne, sur les points rouges avec la ligne grise, vous voyez le niveau moyen de contamination. Et donc ça, c'est sur le maïs grain en Europe. Donc vous voyez que finalement, là, on a une fréquence assez élevée on a 2/3 en gros des maïs grains qui relèvent qui présentent de la fumonisine. Et avec des niveaux de fumonisine, vous voyez, qui sont assez variables, enfin qui sont vous voyez, autour de entre 1500 et 2000 ppb chaque année. Donc on a quand même une prévalence assez élevée et des concentrations. Donc ça, ce sont des moyennes, mais des concentrations moyennes qui sont quand même assez importantes et qui peuvent parfois atteindre des niveaux assez élevés dans les extrêmes. Donc diapositive suivante, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc là, en fait, on voit maintenant le même graphique, mais pour les ensilages de maïs. Donc toujours le même système. Là, on voit par contre une grosse variabilité entre les années. Vous voyez quand même, entre 2012, on voit une année plus basse, il y a des années plus hautes. Sachant que pour l'ensilage de maïs, on peut avoir des facteurs de risque un petit peu différents. Aussi, l'ensilage de maïs est peut-être plus présent en fait, dans les différentes zones d'Europe. On le voit plus en Europe du Sud qu'en Europe du Nord. Et sachant qu'en Europe du Sud, on a potentiellement parfois plus de problèmes de fumonisine. Alors, quand on voit la fréquence des analyses des échantillons positifs, on voit toujours à peu près 2/3 ou la moitié qui ressortent positifs. Par contre, quand on voit les chiffres, là, les chiffres peuvent paraître assez bas. Vous voyez, de 200 ou 300 ppb, ça peut paraître assez bas, mais voilà, tout ça, c'est en matière brute. Donc, il faut bien penser à corriger en matière sèche, parce que quand on parle de fourrage, c'est bien la matière sèche qui compte.
Et quand on rapporte ça à la matière sèche, vous voyez qu'on a des niveaux moyens qui sont plutôt autour de 1000 ppb, et voire même qui peuvent, sur l'année dernière, aller beaucoup plus haut, à des niveaux de 3000 ppb, sachant qu'il y avait un impact climatique assez fort dans l'explication de ce résultat. Diapositive suivante, s'il te plaît. Et donc là, voilà. Donc là, par contre, c'est le même graphique, mais restreint à la zone France. Donc effectivement, comme je le disais, il y a les différences qu'il peut y avoir entre pays. Il y a un gradient nord-sud quand même en Europe qui est assez important à prendre en compte. La fumonisinine est plutôt plus présente quand il fait un peu plus chaud. Donc, les pays d'Europe du Sud ont globalement plus de fumonisine que sur les pays d'Europe du Nord. La France est un peu entre les deux. Et donc, vous voyez que quand on met les résultats en matière sèche, encore une fois, là, on retrouve voilà, des niveaux moyens qui peuvent être assez élevés, mais qui cachent quand même une disparité assez forte, quoi. Et donc, il faut savoir aussi que une explication de tout ça, aussi le risque climatique, mais aussi l'équipe Biomine France relevait un certain lien à confirmer, mais avec la remontée aussi un peu de la pyrale ces dernières années qui va de plus en plus au nord chaque année, quoi. Et donc qui cause des dommages sur le maïs et donc qui favorise le développement des moisissures et des mycotoxines. Et donc, Romain, à ces niveaux de contamination, de prévalence, qu'est-ce qu'on peut attendre comme conséquence chez les ruminants ou chez le porc? Et donc, effectivement, c'est la question voilà, que tout le monde se pose. Donc, pour bien comprendre, pour bien répondre à cette question, alors en concernant le ruminant, la première chose, c'est qu'est-ce qui se passe dans le rumen. On sait que les ruminants ont une certaine capacité de dégrader les mycotoxines dans le rumen, mais finalement, cette dégradation est très, très variable. Elle dépend de plusieurs facteurs, mais finalement, en moyenne, elle est très variable suivant les mycotoxines, et elle est plutôt faible pour les fumonisines. Vous voyez que là, finalement, que ce soit des études in vivo ou in vitro, qui ont été faites par différents auteurs, on voit quand même que finalement, on a entre 10 et 20% de dégradation des fumonisines dans le rumen, ce qui est donc très peu, ce qui veut dire que la grande majorité des fumonisines atteint l'intestin et donc peut avoir des répercussions au niveau intestinal. Donc chez le ruminant, globalement, le premier effet, donc ça c'est la partie un peu visible de l'iceberg, c'est la diminution de la production de lait parce qu'il y a moins de nutriments disponibles. Donc ça c'est ce qui est visible pour l'éleveur, mais ce qu'il faut comprendre c'est comment on en arrive là. Donc en fait, comment on en arrive là, comme je le disais, les fumonisines sont donc ingérées, elles sont donc peu dégradées dans le rumen, donc elles atteignent l'intestin. Et sachant que l'intestin d'une vache, c'est comme un intestin monogastrique, on a une seule couche d'entérocytes, on a voilà, un épithélium intestinal beaucoup plus fragile que celui du rumen. Et donc finalement, les fumonisines sont connues pour avoir un impact sur l'épithélium, et donc qui va détériorer les cellules de l'épithélium intestinal. Ça va réduire leur capacité d'absorber les nutriments, donc les glucides, les peptides et autres. Et ça va aussi avoir un impact sur la cohésion des cellules de l'épithélium entre elles. C'est-à-dire que les entérocytes, normalement, sont tous bien collés les uns aux autres par des protéines qui les gardent collés, maintenus les uns contre les autres. Mais avec les fumonisines et les mycotoxines, on peut avoir ces protéines de jonction qui vont avoir tendance à se perdre de leur cohésion. Et du coup, ça va donner la possibilité aux mycotoxines elles-mêmes et aussi à d'autres pathogènes de passer entre les cellules intestinales et d'arriver dans le sang. Et là d'avoir des effets très, très négatifs. Donc, une fois que les mycotoxines passent dans le sang, elles peuvent continuer leur chemin et elles arrivent donc dans la veine porte et au niveau du foie. Donc, le foie est en première ligne pour détoxifier les mycotoxines, mais plus il y a de mycotoxines qui vont arriver au niveau du foie, plus le foie va devoir faire ce travail de détoxification. Et en même temps, on va voir le foie aussi qui va être endommagé à son tour quand on a un niveau suffisant de mycotoxines. Donc des lésions hépatiques. Et sachant que les lésions hépatiques, rappelez-vous, le foie pour le ruminant, c'est extrêmement important. Tout le glucose qu'utilise la vache laitière ou le bovin d'engraissement, c'est fabriqué par le foie. C'est une synthèse de glucose au niveau du foie. Donc un foie qui fonctionne moins bien, c'est moins de glucose. Et enfin, si le foie n'arrive pas à détoxifier tout seul, on peut avoir des mycotoxines qui passent carrément dans la circulation totale, systémique. Et donc, au contact des cellules immunitaires, on a un effet très clair et très montré que les mycotoxines affaiblissent le système immunitaire. Les cellules immunitaires ont une plus faible capacité de prolifération, donc une moindre efficacité du système immunitaire. Donc tout ça,
moins de nutriments absorbés par l'intestin, un foie qui fonctionne moins bien, et aussi de l'énergie qui est redirigée vers le système immunitaire, tout ça explique qu'on a moins de nutriments disponibles pour la production laitière, et donc des baisses de lait qui peuvent être observées sur le terrain. Donc voilà, pour montrer un peu tout ça, un essai a été fait récemment là, donc, par une équipe en Italie, en collaboration avec Biomine. C'est un partenariat qui est entre l'université de Piacenza et Biomine. L'idée, c'était de confirmer un peu les niveaux auxquels on peut observer des effets. Parce que la plupart du temps, on avait vu dans le passé, on avait des études qui montraient que la fumonisin avait des effets importants, mais à des niveaux très élevés. Et c'est un peu l'image qu'on gardait jusqu'à maintenant. Depuis quelques années, on sait que les effets d'interaction entre les mycotoxines sont très importants et qui sont responsables de la plupart des effets exacerbés sur les ruminants. Donc là, en fait, l'idée, c'était de tester des niveaux relativement modestes de mycotoxines, mais de voir, en cas d'association, quelle était l'ampleur des effets. Donc là, vous voyez qu'il y avait 12 vaches laitières hautes productrices, 21 jours de traitement, et en gros, il y avait un groupe témoin avec relativement peu de mycotoxines. Vous voyez, c'est des 300 ppb de DON, 100 ppb de fumonisine, donc c'est très peu, c'est un risque très faible. Et le groupe mycotoxine, on avait 800 ppb de DON et 1000 ppb de fumonisine. Vous voyez, 1000 ppb de fumonisine, c'est pas énorme, et c'est vraiment des niveaux terrain. C'était ça l'objectif de cet essai, c'était de voir des niveaux de contamination relativement modestes, comme 800 ppb de DON et 1000 ppb de fume, et voir quels étaient les effets. Donc là, on va voir un peu. Et donc, le premier effet qui apparaît, c'était une baisse significative de production laitière. Donc, vous voyez que par rapport au groupe témoin, on avait 1,3 kg de lait par vache par jour en moins pour le groupe qui était avec des niveaux modérés de DON et fumonisine en interaction. Donc, 1,3 kg de lait, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent et c'est significatif. Effectivement, là, sur ce groupe, on avait aussi des vaches hautes productrices, donc, qui sont aussi plus sensibles au risque de mycotoxines. Et après, donc, comment, voilà, donc, pour aller un peu plus dans le détail aussi de voir ce qui se passe au niveau des animaux, là, on avait aussi la digestibilité aussi a été explorée dans cet essai. Et on voit que finalement, pour le groupe mycotoxine, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, par rapport à l'effet sur l'intestin et les cellules intestinales, on a une diminution de la digestibilité de la matière sèche, une diminution significative, vous voyez 67% comparé à 71% pour le groupe témoin. Et la plupart de cette différence de digestibilité globale s'explique par la digestibilité du NDF qui est très très réduite. Vous voyez qu'on avait 43% de digestibilité du NDF sur l'ensemble du tractus digestif, comparé à 52% pour le groupe témoin. Donc, vous voyez, des effets assez forts. Et rappelez-vous, c'était un essai la durée de traitement, c'était 3 semaines. Donc, 3 semaines, c'est relativement peu. Et quand on a sur le terrain des situations qui durent beaucoup plus longtemps, on a aussi un effet dans le temps qui est d'autant plus fragilisant pour la paroi intestinale. Et donc après, on expliquait aussi tout à l'heure qu'il y avait cet effet sur les cellules hépatiques. Une fois que les mycotoxines passent cette opportunité de passer dans la circulation. Et là, on a vu dans cet essai une augmentation significative des marqueurs hépatiques. Donc là, les deux enzymes qui sont présentées ici, l'aspartate aminotransférase et gamma-glutamyltransférase, ce sont des enzymes en fait, qui sont normalement, leur niveau doit rester relativement modeste dans le sang. Et c'est en cas de dommage hépatique, en cas de lésion hépatique, qu'on retrouve en fait ces enzymes qui se retrouvent libérées et passent dans la circulation. Donc plus le niveau est élevé, plus ça traduit des lésions hépatiques. Et là, vous voyez qu'il y avait des augmentations significatives de ces enzymes hépatiques. Alors, les augmentations ne sont pas extrêmement fortes, mais elles sont significatives. Et rappelez-vous aussi, c'était 3 semaines d'essai. Et sur le terrain, on voit fréquemment, avec des durées d'exposition plus longues, des marqueurs hépatiques qui ont tendance à se dégrader. Et c'est quelque chose de facile à observer sur le terrain. Donc voilà, donc si on fait un peu la synthèse de tout ça, il y a vraiment un risque de fumonisine pour les ruminants. Quand la fumonisine est toute seule, effectivement, les niveaux susceptibles de causer des effets sont peut-être un peu plus élevés, mais il faut quand même bien voir, toutes les enquêtes Biomine le montrent bien, on ne retrouve très rarement la fumonisine toute seule. Il y a très très souvent des co-contaminations. La co-contamination des ensilages et du maïs grain, c'est la règle générale. Donc finalement, il ne faut pas raisonner les mycotoxines une par une, mais plutôt par effet d'interaction.
Et donc, vous voyez que même quand on a ce phénomène d'interaction, des niveaux relativement modestes sont suffisants pour créer des baisses de performance. Donc maintenant, un petit aperçu aussi de ce qui se passe chez le porc. Donc, même système un peu sur la partie tube digestif. Là, c'est le même, sauf que là, il n'y a pas de rumen avant pour dégrader les fumonisines. On a directement un effet sur l'intestin. Donc, avec, encore une fois, ces dommages sur ces lésions sur l'intestin, à la fois les entérocytes eux-mêmes qui perdent leur capacité d'absorption, mais aussi cette perméabilité intestinale, donc les protéines de jonction qui se détachent, enfin, qui deviennent moins efficaces et qui laissent passer tous les mycotoxines et d'autres pathogènes potentiels à travers la paroi intestinale. Donc des gastro-entérites, moins d'absorption des nutriments. Une fois que les toxines passent dans le sang, ben, on retrouve un peu potentiellement dans tous les organes. Donc on le retrouve notamment dans le foie, les poumons, les reins, donc troubles respiratoires. Un lien très, très fort a été trouvé avec l'œdème pulmonaire chez le porc, lésions hépatiques comme on l'a vu aussi chez le ruminant. Donc tout ça aussi immunosuppression pour les mêmes raisons. Donc les mycotoxines ont un effet immunosuppresseur et cet effet immunosuppresseur lui-même aussi va avoir un effet sur l'efficacité de la vaccination. Quand on vaccine un animal, c'est pour stimuler sa réponse immunitaire. Aujourd'hui, c'est dans l'air du temps. Et donc, quand on a une moins bonne efficacité, un système immunitaire qui est moins performant, la vaccination est aussi moins efficace. Donc, voilà, tous ces impacts potentiels chez le porc qui sont très, très, très forts et très, très démontrés en porc. Et donc, pour illustrer un petit peu tout ça, là, cet effet des fumonisines aussi, en interaction aussi avec les challenges par d'autres pathogènes. C'est un essai très révélateur là, qui a été fait il y a quelques années par l'INRA de Toulouse et en collaboration avec l'Université de Montréal. Donc, en fait, ils ont appliqué sur des porcelets un challenge de fumonisine. Vous voyez que pendant 6 jours, les porcelets consommaient une ration contaminée avec la fumonisine. Et le 6e jour, ils étaient soumis à un challenge Escherichia coli, en fait, pour voir qu'est-ce qui se passe quand on a une contamination par Escherichia coli sur des animaux qui étaient déjà exposés aux fumonisines. Donc là, on va voir ce que ça donne concrètement avec les images. Voilà, donc là, on a des images en fait à gauche sur le groupe fumonisine et à droite sur le groupe témoin. Et à gauche, vous voyez donc tous les petits points noirs qu'on peut voir là sur le petit graphique. Merci Ignacio. Voilà, ce sont les Escherichia coli qui se multiplient et qui viennent coloniser la paroi intestinale. Et on voit aussi, voilà, en bas exactement avec la petite flèche orange en bas, on voit aussi des Escherichia coli qui sont de l'autre côté de la barrière intestinale. C'est-à-dire qu'elles ont passé, en fait, les Escherichia coli ont traversé la paroi intestinale. Comme je vous le disais, c'est ces fameuses protéines de jonction qui ont perdu de leur efficacité et qui ont laissé passer les pathogènes. Donc à droite, on voit bien que sur le groupe témoin, on a une moindre prolifération des Escherichia coli parce que l'intestin est plus efficace pour lutter contre le colis, et aussi la production de mucus est aussi plus efficace pour limiter leur développement. Et il n'y a pas de passage de Escherichia coli à travers la paroi intestinale. Et on voyait que les niveaux de contamination, vous voyez que le nombre de colonies, le nombre d'UFC était 4 à 700 fois plus élevé pour le groupe fumonisine. Et donc, dans le groupe fumonisine, une fois que, comme on avait des colis qui ont passé le barrière intestinale, on a retrouvé du colis dans les poumons des porcelets. Ouais, merci Romain. Tous ces résultats confirment bien l'importance de gérer ce risque fumonisine à la fois chez le porc et chez le ruminant. Ignacio, est-ce que vous pouvez nous présenter les solutions qui sont aujourd'hui à disposition pour gérer ce risque fumonisine? Oui, bien sûr. Du coup, en fait, aujourd'hui, les produits qui existent pour solutionner les mycotoxines, en fait, ils travaillent plutôt à base d'absorption. Du coup, ce qu'on entend comme capteur. Et le problème des capteurs, c'est que si vous pouvez voir ici dans l'axe horizontal, au moyen que le pH monte, et comme ça, l'absorption des fumonisines est libérée. Du coup, les fumonisines sont libérées comment les pH montent. Le problème de ça, c'est que, en fait,
les pH dans les sites d'absorption comme l'intestin ou aussi dans les rumens, c'est entre 6 et 7, entre pH 6 et 7. Donc, ça veut dire que dans les endroits où on a besoin que les fumigènes soient bien captés, c'est là où ils vont en fait libérer les fumigènes. Du coup, les solutions d'absorption, ce n'est pas suffisant ou ce n'est pas les meilleures solutions pour les fumigènes. Et c'est pour ça que chez Biomine, on a développé Fumzyme. C'est une enzyme qui s'est développée pour la biotransformation des fumigènes spécifiquement. Du coup, c'est une enzyme purifiée, unique et spécifique pour la biotransformation de tous les fumigènes. Et ça marche de cette manière. Du coup, il y a la fumigène et quand l'enzyme est en contact avec la fumigène, ce qu'elle fait, c'est qu'il l'hydrolyse et la transforme dans une version de l'efumigène qui est détoxifiée. Et ce résultat va rester comme ça permanemment. Mais ce qu'on présente aujourd'hui, c'est une solution avec cette enzyme qu'on avait développée. Ça fait déjà quelques ans. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une solution pour faire la dégradation des fumigènes depuis les silages. Parce que, comme Romain nous avait déjà montré, les silages, c'est la partie la plus importante de la diète des animaux qui rapporte grosse quantité de fumigènes. Du coup, cette approche, c'est innovante pour la dégradation des mycotoxines depuis les silages, même avant d'être mangées pour les animaux. Cette technologie quand même a été déjà éprouvée pour plus de 8 ans parce que c'était déjà lancé sur le marché pour des autres espèces comme volailles et des porcs. Mais aujourd'hui, on a cette solution pour les silages. Après, c'est aussi une solution qui a été développée pour pouvoir l'utiliser facilement dans la ferme. Du coup, juste pas rajouter des autres pas dans les process de faire des silages, mais sinon, juste une manière de les faire facilement. Et aussi, c'est une solution qui est idéale pour utiliser en combinaison avec Biomine plus 3.E pour une désactivation de tous les autres mycotoxines, du coup, pour faire la solution plus complète de marché. Et donc, on est très heureux aujourd'hui de vous partager d'avoir eu l'autorisation de l'Union européenne pour lancer ces produits. Et ça fait déjà 2 mois et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui prêt pour les lancer dans les marchés français où on connaît bien qu'il y a besoin de dégrader les problèmes de fumigènes avec une solution aussi moderne et aussi efficace comme Fumzyme Silage. Donc, qu'est-ce que veut dire cette autorisation? Ça veut dire qu'on peut utiliser les Fumzyme Silage sur des silages qui vont être nourris pour toutes les espèces animales. Du coup, plutôt des porcs et des ruminants. Et c'est pour l'utiliser sur des silages à base de maïs. Donc, comment utiliser les produits? Bon, il faut juste diluer une quantité de 7 grammes de produits dans 50 millilitres d'eau. Et pour chaque tonne de fourrage brut, il faut diluer ça dans de l'eau à température moyenne. Et puis, il faut juste les verser dans la cuve avec laquelle on va pulvériser dans les moments de la collecte. Après faire la collecte, on peut poursuivre les chantiers en respectant les bonnes pratiques d'ensilage. Et puis, le process ça continue assez facilement. Quelles sont les caractéristiques de ces produits? Bon, on peut les préserver pour 18 mois dans l'emballage s'il y a besoin. Les caractéristiques minimum, c'est d'avoir une humidité supérieure à 20%. Du coup, ça nous permettra d'utiliser ces produits
pour des silages des plantes entières, mais aussi pour silage des grains humides. Et puis, une température supérieure à 10 degrés. Et ça n'importe pas si on fait l'application dans une température un peu plus basse, mais autant que la température monte déjà quand l'enzyme est appliquée, et ça va travailler au moment que la température monte. Et après, combien de temps ça prend pour pouvoir déjà dire que les produits a fait la désactivation des fumigènes? En fait, ça prend juste très court temps, mais on dirait que normalement, si en émergence, il faut ouvrir les silages après 2 semaines de fermentation, le produit aura déjà fait son action et aura fait la désactivation des fumigènes. Ce produit peut être mélangé en solution avec des conservateurs de silage, soit chimiques comme l'acide, ou soit biologiques comme ce qu'on appelle des inoculants. Mais on recommande de ne pas laisser ça, cette mélange en solution pour plus de 24 heures pour assurer une bonne qualité de solution. Donc, ce produit va être présenté dans un sac de 500 grammes et 1 kg. Et la dose, comme j'ai déjà dit, c'est de 7 grammes par tonne de fourrage brut et qui doit être dilué dans 50 millilitres d'eau. Donc, pour avoir une idée, 500 grammes de Fumsheim Silage, c'est assez pour traiter 70 tonnes de fourrage brut. Oui. Et donc, oui, le Fumsheim Silage a été autorisé, c'est ce que vous nous avez indiqué. Ignacio a été autorisé par l'Union européenne. Ça veut dire évidemment qu'il y a eu tout un tas d'essais réalisés pour valider l'efficacité du produit. Est-ce que vous pouvez nous présenter un résumé de ces principaux essais? Oui, en fait, comme tu avais dit, Laure, il faudrait qu'on présente des différents essais pour prouver l'efficacité de ces produits. Et en fait, je vais vous partager 3 différents essais. Et le premier, c'est avec des silages de plantes entières. On a eu une contamination de 2800 ppb de fumonisin, une contamination haute. Et on a trouvé qu'après 7 jours, il y avait une dégradation d'un 90%. Et on a aussi fait une évaluation sur les paramètres de fermentation. Entre plusieurs paramètres qu'on a évalués, et je vous présente pH et acide lactique. Et là, on a trouvé que Fumsheim Silage n'a pas provoqué on n'a pas influencé les paramètres de fermentation. Ça veut dire que l'action de Fumsheim Silage est très spécifique pour la décontamination des fumonicines et puis il n'affecte pas les paramètres de fermentation. Et le prochain essai, c'était un essai qu'on a fait en combinaison avec Biomine Biostable. Et on a utilisé un silage, on a utilisé des grains humides avec une contamination de 1400 ppb de fumonisin. Et là, on a trouvé qu'après un mois, les fumonisin étaient complètement dégradés ou désactivés. Et la même chose, il n'y a pas eu des influences au niveau des paramètres de fermentation. Et aussi, on peut voir que le Fumsheim Silage n'a pas fait des interférences sur aussi l'efficacité du biostable. Ça, c'est très important. Cette combinaison de produits, c'est possible et en fait, c'est idéal. Et finalement, on a fait aussi un essai pour voir qu'est-ce qui passe quand on utilise le Fumsheim Silage en combinaison avec un conservateur acide. Et là, on a utilisé une contamination encore plus haute de 5000 ppb fumonisin. Et on a vu qu'après 5 jours, on avait déjà dégradé presque complètement les fumonicines. Et aussi, en même temps, on peut voir que l'acide qui était rajouté dans le mélange n'a pas fait des effets négatifs sur l'activité de l'enzyme.
Et ici, vous pouvez voir aussi qu'il n'y a pas eu des impacts sur les paramètres de fermentation. Et les différences que vous pouvez voir sont par rapport à l'acide qui était rajouté au début des process. Donc, après avoir montré ces trois résultats, je vais vous laisser avec les avantages de ces produits. Et c'est que FUMZym Silage, c'est le seul produit ayant une autorisation d'EFSA pour la dégradation de fumonisin dans les ensilages. Et après, ce produit est très efficace pour la dégradation. Il réussit à faire une dégradation très élevée et rapide de fumonisin sur les silages pour faire un silage sécure pour les animaux. Il n'altère pas les paramètres fermentaires ni les valeurs nutritionnelles d'un silage. Du coup, ça ne fait pas d'influence dans des autres paramètres que les fumonisin. Et ce produit est très facile et sécure à l'employé et ça ne nécessite pas d'équipement spécial et peut être appliqué aussi avec des autres produits conservateurs d'ensilage. Merci Ignacio. Merci Romain également donc, pour cet aperçu très complet de la prévalence déjà de la problématique fumonisine, des impacts que peut avoir cette présence de fumonisine chez le porc et chez le ruminant, et puis sur les solutions que l'on a aujourd'hui pour gérer cette problématique. Donc effectivement, pour faire un résumé de cette présentation, il faut vraiment retenir ce matin que les fumonisines représentent une problématique à prendre en compte au niveau de la contamination des maïs en Europe et en France, avec un impact significatif sur la santé des animaux et donc, par conséquence, sur la rentabilité des élevages à la fois en ruminant et en porc. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que Biomine propose aujourd'hui une solution via le FUMZym Silage, qui est une solution adaptée à la gestion de la problématique fumonisine dès la récolte du maïs, donc vraiment en amont, et que cette solution est validée par l'Union européenne, donc avec une efficacité qui a été prouvée et vérifiée. Alors, il est temps maintenant de passer à la session des questions-réponses. N'hésitez pas tout au long de cette session à continuer à poser vos questions au fur et à mesure. On a d'abord une première question pratique, Ignacio. Est-ce qu'il y a des impératifs sur la qualité de l'eau à utiliser pour dissoudre, pour préparer la solution de FUMZym Silage? Oui, Laure, on a fait des essais aussi au niveau de la qualité d'eau qu'on peut utiliser. En fait, on a vu qu'on peut utiliser de l'eau de robinet, de l'eau de robinet ou de l'eau de well water, parce qu'on a vu que ça n'affecte pas les activités de l'enzyme. Les seules choses qui pourraient faire des problèmes pour l'enzyme, c'est les chlorines dans des niveaux très hauts, mais plus de 5 ppm. Et ça, on ne trouve pas dans de l'eau traitée. Du coup, il faut juste s'assurer que la température de l'eau soit de le niveau de température d'environnement, et puis c'est bon. D'accord, donc pas d'impératif particulier. Oui, c'est ça. Une autre question, alors là, sans doute plus en lien avec l'anticipation de l'utilisation du produit. Est-ce qu'on a des retours, enfin des informations aujourd'hui sur un historique contamination de fumonisine par parcelle ou par exploitation? Alors j'imagine que c'est pour pouvoir faire le lien entre une contamination sur l'année précédente par rapport à un risque pour l'année à venir, et donc le positionnement du FUMZym Silage. Je ne sais pas, Romain, si on a des retours là-dessus. Oui, c'est vrai que c'est une bonne question comme ce produit s'utilise en anticipation, l'historique partiel, oui, peut être pris pour réfléchir cette gestion du risque. Sachant que oui, effectivement, il y a sur l'historique partiel, il y a des effets d'historique.
qui sont expliquées par notamment la conduite agronomique, les précédents culturaux. Par exemple, on sait que certaines pratiques comme le non-labour ont un effet très fort, la monoculture aussi, le risque ravageur aussi, un peu, hein. Il y a au niveau de la parcelle, il y a certains effets, il peut y avoir un effet annuel, enfin, qui se reconduit chaque année. Donc oui, les parcelles comme ça dont on sait que le risque est un peu plus important, aussi en fonction du climat, hein, de ne pas hésiter. Certaines années, quand on sait que les années sont un peu plus chaudes ou un peu plus un stress thermique, un peu plus de sécheresse, on sait aussi que ça va avoir un effet aussi beaucoup plus fort. D'accord, merci. On revient à une question plus pratique sur la spécificité de l'utilisation du fume silage par rapport au maïs grain humide. Est-ce que le produit doit s'appliquer à la récolte ou est-ce qu'il peut s'appliquer à la mise en silo? Ignacio, peut-être sur cette utilisation? Oui, pour les maïs de grains humides, c'est aussi la manière dans laquelle c'est utilisé le plus. Et comme tu as dit, la deuxième option, dans le moment de garder les maïs, quoi. Et là, on peut faire l'application. Il faut juste s'assurer que tous les grains ont reçu la pulvérisation du produit. Et là, le produit va faire son effet. Du coup, il n'y a pas juste l'option de le faire avec la collette, comme on a montré sur le graphe, mais aussi, ça, c'est possible de le faire au moment que vous avez tout collecté et faire l'application dans les sites où vous allez les garder. D'accord. Okay. On passe à des questions. Oui, là, on rentre dans le domaine de l'économie. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Une question sur l'intérêt économique du fume silage en termes de gains par rapport, alors, en lien avec notamment les essais sur l'impact sur la production de lait. Est-ce qu'on peut chiffrer ce retour sur investissement, Romain? Oui, effectivement. Donc, il y a eu des estimations, enfin le calcul qu'on a fait au niveau de la production laitière. Si on prend, bon, là, on peut pas rentrer vraiment dans le détail, mais si on prend un prix moyen du produit et qu'on compare ça par rapport au prix du litre de lait, par exemple, moyen, en gros, dans les calculs qu'on fait, on arrive à un seuil de rentabilité, on va plutôt le calculer comme ça, qui dit 250 grammes de lait. Donc, en fait, concrètement, ce qui veut dire qu'une augmentation de 250 grammes de lait par vache par jour permet de payer le produit, on va dire. Quand on voit que finalement que l'effet des fumonisines peut facilement être beaucoup plus qu'un litre par vache par jour, le retour sur investissement est assez, je pense, dans la majorité des situations, peut être obtenu, quoi. Et donc, oui, donc on est sur un quart de litre de lait en situation moyenne. Après, pour affiner les calculs en fonction de chaque contexte, vous voyez, vous avez en bas de l'écran les coordonnées de tous les interlocuteurs commerciaux sur la zone France. Mais gardez ça en tête. Et pour le porc, si on raisonne pareil aussi en termes de retour sur de prix, de seuil de rentabilité, je crois que les collègues du porc, enfin, dans leur calcul, c'était 0,1 porcelet par truie par an. Donc là aussi, alors, je ne suis pas un expert en porc, mais je crois que 0,1 porcelet par truie par an, c'est assez vite. On y arrive assez facilement, tant que je me rappelle. Effectivement. Ça va pouvoir faire le lien avec une question qu'on a reçue avant cette présentation. Donc, vous aviez possibilité de poser des questions en même temps que l'enregistrement pour cet événement. C'était une question générale, Ignacio, sur l'incidence économique de chaque mycotoxine. Alors bon, là, l'interlocuteur demandait aussi une évaluation sur le secteur du poulet. Alors, c'est moins notre objectif aujourd'hui. On retransmettra évidemment cette question à nos collègues de la filière volaille, mais peut-être avoir une rapide réponse sur l'incidence économique de chaque mycotoxine. Oui, les chiffres qu'on a, en fait, ce sont plutôt des États-Unis. On n'a pas beaucoup de chiffres au niveau européen ou mondial. Mais on sait que juste les problèmes de fumonisine va changer en dépendance. Il y a des années où il y a beaucoup plus de problèmes avec le fusarium, où il y a des années qui ne sont pas aussi graves.
La différence entre une année avec pas trop de problèmes, c'est entre 1 et 20 millions par année. Et puis, il y a des années les plus compliquées où ça devient entre 31 millions et 46 millions par année. Et ça, c'est au niveau des États-Unis. Du coup, ça nous donne un peu une idée. Au niveau de tous les mycotoxines, pour les pays des États-Unis et Canada, c'est 5 milliards de dollars l'impact de tous les mycotoxines. Du coup, on sait bien qu'en fait, c'est un problème très cher, pour l'industrie de l'agriculture. Et la solution qui ont été proposées avant, c'était pas assez direct. Aujourd'hui, on a une solution qui fait une désactivation exactement pour les fluminicines sans faire des problèmes aux autres valeurs nutritionnelles, etc. Ok. Bien entendu. Alors, juste pour compléter une des questions tout à l'heure sur l'anticipation et l'historique parcelle, je voulais aussi vous rappeler que Biomine développe un outil Prediction Tool, un outil de prévision des contaminations région par région, adapté région par région. Donc, c'est aussi un outil à la disposition des utilisateurs des produits Biomine et des clients Biomine pour voilà, cibler par zone les risques qu'on peut attendre sur les prochaines récoltes et donc adapter la mise en place des différents produits pour avoir justement pour les demandes spécifiques en lien avec ces prévisions. N'hésitez pas à contacter les différents interlocuteurs de l'équipe Biomine France, ils sont à votre disposition pour ça. Alors, je ne vois plus de nouvelles questions, je pense qu'on a fait le tour. Donc, il est temps maintenant de vous remercier pour votre participation à cette présentation du FUMSIM Silage. Bien évidemment, s'il y a d'autres questions qui se font jour, n'hésitez pas à nous contacter. Hein, on reste bien évidemment à votre disposition. Et puis, vous pouvez toujours revisionner donc, cette présentation qui a été enregistrée et que vous pouvez retrouver sur le site internet fumsimsilage.biomine.net. Merci encore de votre participation aujourd'hui. Belle journée à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.